Bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par les présentations parce que ça va être une présentation à deux. Donc, je suis Grégory Epo, je suis praticien, je suis paysagiste de formation et je me suis lancé dans un projet de thèse doctorale sous la direction de Bernard Davas il y a de ça maintenant 4 ans sur un territoire qui est le territoire de la communauté de communes de l'Estuaire sur lequel je reviendrai plus en avant. Donc Louis Cavallero, moi je suis maire d'une commune de la Haute-Gironde, Étolier, 1500 habitants. Je suis vice-président de la communauté commune de l'Estuaire sur le champ de l'économie, l'emploi et la formation et conseiller départemental. Alors, ce qu'on vous propose, l'idée, c'est pas de faire en 10 minutes un retour sur cette expérience de temps long et sur des grosses échelles géographiques. Donc, l'entrée qu'on vous propose, c'est peut-être donner quand même des éléments de contexte sur la recherche et de se concentrer sur un objet qu'on va appréhender comme un dispositif de temps long et voir un petit peu comment il a évolué tout le long de la recherche et comment en fait il permet d'avoir des enseignements sur une hypothèse de départ qui est la coopérative habitante de paysage. Donc je vous propose de prendre la parole pendant 10 minutes, ça risque d'être un peu dense, je tiens à vous prévenir. Et après je laisserai la parole à Louis pour faire un petit retour et après on vous propose d'échanger. Alors je vais commencer par 2-3 éléments théoriques qui sont a priori pas nécessaires, mais qui permettent quand même de repositionner la question de l'innovation, en disant que, je reprends une citation là de Michel Calon, donc, que l'innovation, c'est pas une qualité, c'est pas une idée originelle, mais c'est un processus qui se passe. Et donc ça part d'un creuset. C'est un creuset qui se forme à un moment donné dans un écosystème d'acteurs. Alors d'acteurs situés, on est paysagiste, il y a une dimension socio-spatiale, c'est évident. Et donc il y a toute une dialectique de la légèreté et de la gravité qui est à gérer dans une innovation en projet. L'idée de la thèse, c'était de faire une recherche projet en paysage. Donc, c'était de faire une recherche dans, par et sur l'action paysagère. Donc, elle colle assez bien à cette définition. Et donc, le processus d'innovation se produit dans un environnement qui se modifie en même temps que le projet est avec lui. Et je crois que ça, c'est très, très important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a une auto-transformation de l'écosystème d'acteurs au fur et à mesure que la transformation s'opère. Et donc, innover, c'est établir des échanges, des flux d'informations entre des acteurs venus d'horizons distincts et que tout tend à séparer. L'idée de l'innovation, ce n'est pas juste l'idée, en fait, c'est l'idée de l'auto-transformation de collectif. Alors, l'idée de départ vient d'un bilan professionnel, je suis paysagiste, à force de travailler avec les collectivités publiques, les collectivités locales, j'avais le sentiment de passer à côté de choses, de capacité d'action sur la question du paysage. Et j'ai proposé l'hypothèse d'un chaînon manquant. Alors c'est intéressant parce que effectivement c'est aussi une proposition qui a été lauréate du prix départemental sur l'AMI des paysages agricoles, avec l'idée donc d'un chaînon manquant en fait qui serait une articulation entre des projets habitants, donc avec une expérience habitante, et des institutions qui, elles, ont d'autres prérogatives. Donc l'idée de mettre en place en fait une forme d'innovation institutionnelle qui serait une coopérative territoriale de paysage en Gironde à l'époque, qui petit à petit est devenue une coopérative habitante de paysage. Dernier point théorique, juste pour bien repositionner, ce travail de thèse, il part sur la question habitante, il essaye d'interroger toute la dimension théorico-pratique du paysage. Donc il n'apporte pas le paysage comme un décor ou comme un objet sur lequel on agirait, mais comme un milieu de vie. Donc on va dire qu'on n'est pas sur le paysage carte postale, mais sur le paysage d'intrication. Voilà, on reprend toute la théorie mésologique. Et la question, en fait, c'était de se dire, OK, si on reprend le paysage comme un milieu de vie, comment ça se forme, ce paysage-là ? Donc, pas l'objet de politique publique, mais le paysage habitant. Avec l'idée, donc, il doit y avoir des liens là-dedans qui permettent d'avoir des collectifs socio-écologiques. Donc, il y a des affects et des attachements au lieu. Et nous, en tant que paysagistes, comment on peut aborder cette question-là des outils et des méthodes ? Je fais vite, la coopérative habitante, là, actuellement, a une forme associative qui s'appelle Visage Paysage. Et donc, elle a eu lieu sur un territoire d'accueil, qui est un territoire de projet et de recherche, qui est donc la communauté de communes de l'Estuaire. Voilà, l'idée, ça a été de faire un petit tour des popotes, et c'est un accueil politique, donc par le biais de la communauté de communes de l'Estuaire, qui a permis l'expérimentation. Je reviens quand même sur le dispositif général. La proposition faite et au département et à la collectivité était assez, alors j'appelle ça une expérience frontière, c'est-à-dire un petit peu à la limite de quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'il y a par-delà, mais ça reste quand même dans quelque chose qu'on arrive à peu près à connaître, en partant juste de l'idée d'un organigramme, voilà, qui devient une sorte de carte de navigation de l'action, avec l'idée qu'il y a
Au début, en fait, tout à gauche, il y a un comité de lancement, des gens qui commencent à réfléchir sur ce projet-là. Au fur et à mesure, on essaye d'identifier des ateliers, transversaux, qui sont les points de couleur, qui vont mêler en fait des actions usage sur le territoire et des associations d'acteurs. Et au fur et à mesure, on va essayer de mettre en réseau tous ces ateliers transversaux qui travaillent donc en synergie. On va essayer de les faire coopérer, en fait. On va travailler sur leur mise en réseau pour arriver au bout à avoir une sorte de gouvernance de coopérative. Donc l'idée, c'est que le paysage devient en fait le vecteur de cette mise en réseau, mais au final, il n'est pas l'objet de l'action. Et je pense que c'est important aussi de placer l'ingénierie institutionnelle qui était assez innovante. Il s'avère que j'avais fait une demande de CIFRE, le CIFRE a échoué, mais a offert une nouvelle proposition parce que le partenariat avec la collectivité s'est maintenu. Et donc, je me suis retrouvé en tant que praticien, chercheur, enseignant autour de tout un écosystème entre des collectivités publiques sur lesquelles j'avais déjà partagé des relations, mais aussi en fait le laboratoire avec le projet de recherche et un projet pédagogique avec Alexandre Moisset ici même. Mais ce qui positionne en fait le praticien-chercheur dans une position de milieu avec beaucoup d'autonomie. Et ça, je pense que c'est quand même assez important à garder en tête. Je n'avais aucun compte à rendre. Donc je vais vite, la première période, c'est une période d'incubation. L'idée, c'était de savoir comment on pouvait explorer donc, ce que j'ai intitulé des savoirs paysagers habitants, donc autour de cette expérience attachante, en mêlant aussi des méthodologies plus classiques de paysagistes, en changeant d'échelle, de zoom. On est sur un complexe socio-écologique multiscalaire. Donc on travaille entre le lien entre le socius et l'écologie, humain, non humain, mais on travaille aussi à différentes échelles de temps et d'espace. Cette première période a permis d'identifier quand même 3 situations qui sont transformées donc en ateliers transversaux. Donc je ne vais pas du tout rentrer dedans, je vais juste regarder un dispositif de l'un d'eux, qui est du pâte au paysage nourricier. L'idée, c'est que ces 3 entrées, pâte au paysage nourricier, réseau des jardins citoyens, ménager la Vergne, étaient identifiées selon différentes configurations d'initiatives habitantes ou d'expériences habitantes dans la relation paysagère et de relations potentielles avec les institutions publiques. Et l'idée, c'était de voir, en fait, selon les échelons, que ce soit de l'échelon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais européens, régionaux, départementaux, public local ou alors municipal, voir un petit peu comment pouvaient rentrer en synergie des initiatives habitantes sur ces questions-là. Donc là, je vais revenir plus particulièrement sur l'idée d'une démarche de co-animation. Donc sur un projet alimentaire de territoire de la CCE, il s'avère que quand j'arrive sur le territoire, la CCE, politiquement portée par son président Philippe Plisson, réfléchit à la suite de plusieurs études à la mise en place d'un projet alimentaire de territoire. Projet alimentaire de territoire, juste pour rappeler, donc c'est l'idée qui est issue de la loi d'avenir pour l'agriculture, d'une action répondant à différents objectifs, mais qui permettent en fait de créer une situation de synergie entre différents acteurs, producteurs, consommateurs, distributeurs. Et donc l'idée, c'est de mettre ces filières-là en mouvement par une entrée éco, par une entrée santé aussi, autour de mieux produire, mieux consommer, mieux distribuer. Et sur la CCE, en fait, c'est quand même un dispositif, c'est une reconnaissance en fait au niveau de l'État. Donc c'est un dispositif qui est assez souple dans la manière dont chaque territoire peut se l'approprier. Et l'idée là, en fait, de la gouvernance du PAT, ça a été de créer en fait un comité de l'alimentation, une sorte d'agora en fait, où les gens se réunissent de manière trimestrielle, faire des groupes de travail en mode projet qui un peu structure le comité de l'alimentation, et un comité de pilotage orienté opérationnel. Donc ça, c'est pour donner un peu le cadre institutionnel. Et en parallèle, en fait, moi, je suis sur le territoire dans ma période d'incubation et j'explore l'idée de savoir paysager. Alors au début par un stage Marginov, je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi le déroulé dans le temps du programme de recherche. Donc avec Chris Pividori, on a commencé à travailler avec des agriculteurs. Alors là, peut-être que c'est nécessaire de le préciser. L'idée de départ, ça a été de dire si on travaille sur les attachements, on ne va pas identifier des acteurs a priori, on va identifier des acteurs qu'on nous conseille d'aller voir. Soit parce qu'ils sont attachés à des lieux, soit parce qu'ils sont attachés à des gens. Et donc, je suis allé rencontrer des gens qui me conseillaient d'aller voir soit des lieux, soit des gens. Et en même temps, en fait, il y a une sorte de connivence ou d'intérêt mutuel avec les personnes chargées de projet sur la question du territoire, sur le projet alimentaire. Et donc, on travaille ensemble à essayer de voir comment on peut piloter. Alors, piloter, c'est peut-être un bien gros mot, mais comment les deux démarches peuvent s'enrichir mutuellement. Et la première proposition, c'était de dire, prenons en fait cette question des savoirs paysagers, parce qu'en fait, il y avait plein de choses sur ces relations affectantes, attachantes,
sur les questions paysagères. Et donc il y a eu une première proposition sur un temps institutionnel donc, du comité de l'alimentation de travailler sur des portraits paysagers d'agriculteurs. Donc c'est des savoirs-outils agropaysagers qui vont se constituer dans la recherche, par et sur le projet de paysage. Et l'idée, c'était de voir un petit peu comment, en croisant ces portraits paysagers qui ne sont pas donc les portraits d'un paysage ou d'une agriculture, mais bien le portrait de ces relations, voir un petit peu comment, en fait, le passage d'une pratique à une autre peut modifier les usages et les regards. Et toujours, en fait, l'idée, c'est de se présenter en tant que praticien-chercheur, en disant qu'on est dans un processus de recherche qui mobilise des méthodologies, un peu de sciences sociales, autour de l'anthropologie, sur le temps long, et travailler toujours sur la parole habitante aussi, ne pas être porte-parole ou, comment dirais-je, voleur de mots, mais prendre toujours à la base la citation. Et ça a produit un premier document donc, qui joue sur différentes échelles. On pourra rencontrer, si vous voulez, dans les discussions sur les agriculteurs. Mais ce qui était intéressant, c'est de mêler en fait, énormément d'informations qui, a priori, semblent peu articulées, mais qui, en fait, font du sens pour les gens dans une relation éthique-esthétique au paysage. Là, je vous montre un exemple. Par exemple, le passage en bio pour des viticulteurs font réapparaître des nids dans les ceps de vigne. Ces nids réévoquent des souvenirs d'enfance du grand-père qui soulevait les vignes. Et tout d'un coup, en fait, cette réapparition de non-humains, d'oiseaux, de nids, vient réévoquer tout un paysage, redonne du sens à une pratique agricole qui tout d'un coup se réinscrit esthétiquement et éthiquement dans le territoire. Et bien sûr, le paysagiste, lui, opère sur des changements d'échelle, en fait, en essayant de montrer que cet infiniment petit s'articule aussi à d'autres dimensions d'espace ou de temps. Voilà. Et on part toujours de la parole située. Ça a offert une présentation un peu lourde dans une situation institutionnelle un peu rigide, mais ça a enclenché des débats et en fait ça a orienté la question de la production sous un angle affectant et je pense que ça a participé d'un positionnement de ce PAT à venir. Je ne vais pas rentrer dans tous les dispositifs après institutionnels et je vais essayer après maintenant de rentrer dans la question du dispositif. En fait, ce programme de recherche a permis de constituer, Stéphane le disait très bien, une sorte de communauté de pratique, de gens qui s'interrogent sur des choses à peu près identiques, avec des positionnements et des méthodologies différentes. Et lors du séminaire terrain dans le Médoc, il s'avère que sur le pastoralisme, on rencontre une éleveuse et on travaille avec les bobines du paysage sur l'idée de rendre compte d'un paysage que de manière sonore. Ce qui est un peu un défi pour un paysagiste, vous en conviendrez. Et partant de cette expérience des petites choses, avec Stéphane Foucard qui est dans la pièce, on se dit on va essayer de voir en fait quels sont les sons qui pour eux font paysage. Et on tombe sur une réponse qui nous déstabilise tous les deux, qui est les vaches qui broutent l'herbe. Parce qu'effectivement, ça a un bruit particulier, ça vient couper l'herbe, ça la cisaille, et en fait, ça fait du sens pour cette éleveuse. Donc on le capte, et de là en fait commence à mûrir une question, effectivement, mais comment on peut venir chercher ces petites choses qui font du sens et qui sont nécessairement oubliées par le niveau institutionnel, et on ne peut pas lui reprocher parce que vraiment c'est pas du tout le grain de l'institution. Covid, réinvention permanente des chargés de projet à essayer de comprendre comment ne pas lâcher les politiques publiques sur cette question alimentaire parce que ça fait mouvement sur le territoire. Donc proposition d'un défi foyer pour alimenter le projet alimentaire de territoire. Défi foyer, donc c'est l'idée, on identifie un certain nombre d'équipes d'habitants, de citoyens, on leur donne un objectif, enfin ils font un point sur leur consommation alimentaire et on leur dit allez dans 6 mois, vous cuisinez plus, vous consommez plus local et vous gaspillez moins. C'est un défi. Et on lance le défi foyer et l'idée c'est de continuer avec cette histoire de croiser ça avec de la connaissance paysagère. Donc on se retrouve à proposer l'idée que plutôt que d'aller à la rencontre, parce qu'on ne peut pas faire physiquement à cause du Covid, on part sur l'idée de portraits paysagers vidéo. Cet arpentage nous permet en fait de rentrer en relation avec 3 agriculteurs et d'échanger avec eux donc sur des principes de parcours commentés. C'est toujours en fait un recueil de paroles situé. Il y a être en paysage, François Julien parle de connivence avec le paysage, qui en fait décale la question de la connaissance à la connivence, c'est important de resituer. Et en fait,
la réalisation devient un dispositif de mise en réseau, mais aussi de co-connaissance. Et se crée en fait une relation, alors vraiment le dispositif est précis, on essaye de régulier, tout est enregistré, voilà, ça c'est les matériaux de recherche pour la thèse en fait. Et ça aboutit à un moment institutionnel où en fait l'objet intermédiaire, qui est le portrait paysager, qui est utilisé donc selon différents dispositifs, qui crée des médiations performatives et qui impliquent. Et donc on a une première séance au cinéma de Saint-Cyr, qu'on va appeler les paysages nourriciers, dans le cadre donc d'une proposition, d'une collectivité autour, on va le voir, des paysages de santé, de la question de la santé, comment on peut faire le lien entre agriculture et santé. Et après, sur le côté paysager, en fait, remobiliser une théorie là, de Corinne Pelluchon, une philosophe, qui dit qu'en fait, la réintégration de la question nourricière, donc de notre relation de la chaîne alimentaire, donc dans nos relations de non-humains, d'ingestion, en fait, peut être une bonne entrée sur la question paysagère parce que c'est une question médiologique. Et en fait, on inscrit, donc on a 3 petits objets filmiques qui durent 10 minutes, qui sont des entrées sur des portraits paysagers et qui permettent de mettre en débat après toute une salle. Et à l'intérieur se retrouvent différents acteurs. Des acteurs du milieu agricole, des acteurs du milieu associatif. Et vu que toutes les autres actions que vous avez vues au début se croisent, en fait, il y a des publics nouveaux qui se mettent en place et qui s'instaurent en fait dans la pièce. Et donc ça croise en fait une sorte, alors vous comprenez bien, ce n'est pas une sorte d'imbrication, mais une sorte de contamination entre une initiative issue d'une coopérative habitante de paysage et un dispositif de politique publique, projet alimentaire de territoire. Et tout ça est croisé selon différents dispositifs. Donc en bas, on voit un moment plus institutionnel autour de la santé, avec des gens qui travaillent, des nutritionnistes, et puis un moment autour d'un jardin citoyen qui est à Saint-Cyr, sur Gironde, et qui a permis d'accueillir en fait ces échanges. Un point important, c'est que mis bout à bout, tout semble extrêmement discret au sens mathématique du terme. Effectivement, c'est des toutes petites actions. Et il y a une nécessité permanente pour le praticien-chercheur en recherche-projet de toujours garder en tête en fait, la cartographie qui est en train de se mettre en place et donc ce temps long qui est en train de s'installer. Et puis bien sûr, ce dispositif, après, il est réutilisé parce qu'il est demandé en fait, par d'autres institutions. Là, une autre séance au cinéma de Blaye qui a été croisée sur un autre dispositif avec un reportage paysan-paysage. Ou alors une initiative d'un collectif habitant local qui a voulu faire alors en avril ne te découvre pas d'un film, donc un petit film sur l'éco-citoyenneté, sur lequel les portraits paysagers ont été présentés. Et en fait, ça devient un moment de médiation, d'échange. En fait, les agriculteurs qui sont impliqués dans ce dispositif donnent beaucoup de temps parce que je pense qu'ils ont la sensation qu'on donne un contexte à offrir leur parole, et que leur parole, tout d'un coup, elle est entendue différemment dans cette relation paysagère. Je te propose, Louis, peut-être... J'étais scotché sur... Alors, moi, je vous propose juste de regarder quelles sont les implications d'une action sur le plan institutionnel, justement, et d'ailleurs, au-delà du plan institutionnel des élus, et comment ils s'approprient ce qu'ils ont vécu dans ce temps-là, et le réutilisent en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les actions qui ont eu lieu pendant cette période-là ont transformé aussi les acteurs qui sont amenés à prendre des décisions. Et je pense que ce soit les étudiants qui sont venus, que ce soit le travail que tu as pu porter, justement à porter le regard sur ce qui nous entoure, ce qui est autour de nous, ce qu'il est vraiment, comment il est là aujourd'hui, pourquoi il est comme ça aujourd'hui, et ceux qui l'ont vécu et qui le vivent aujourd'hui, et la façon dont ils le vivent. Et ça a un peu déplacé le regard sur des choses concrètes et qui nous entourent. Aujourd'hui, on est sur un territoire qui est un peu sous pression, qui s'accélère un petit peu sur les modifications. Et ce qu'on peut constater là concrètement, c'est que j'ai échangé avec Grégory là tout à l'heure. On a plusieurs secteurs de ce territoire-là qui sont en train de se saisir des travaux qui ont été faits là. Notamment sur de la méthodologie, sur Saint-Cyr, sur Étolier, sur Plassac, sur Saint-André, un peu plus bas. On voit des travaux qui impliquent beaucoup plus les citoyens,
qui travaillent sur leurs usages. Je vais prendre plutôt l'exemple d'Étolier que je connais bien. Donc on est en train de travailler une convention d'aménagement de bourg et on a eu on a choisi le cabinet. Le choix qui s'est porté, qui est beaucoup plus cher que celui des autres candidats, mais s'est porté sur celui qui avait un réel travail sur l'implication citoyenne et qui proposait des temps d'implication et des temps de présence longs sur la commune, de façon à aller chercher les habitants, parce que sinon, si on ne va pas les chercher, ils ne vont pas venir de façon spontanée, et travailler avec eux la façon dont ils vivent cette commune, les aménagements qu'on pourrait imaginer. Voilà, c'est cet exemple-là, mais c'est pareil à Saint-Cyr, c'est pareil à Plassac. Voilà. Et voilà, le zoom que je voulais juste apporter, c'était celui-ci, c'est comment tous les travaux qui ont porté sur notre territoire, ils nous transforment aussi et ils transforment notre regard. Merci beaucoup, Louis. Voilà, je pense que ça fait un quart d'heure. Merci. Alors, on va prendre une ou deux questions. On a pris un peu de retard, mais c'est normal sur ce genre d'événement. On prévoit toujours trop de trucs et pas assez de temps. Les journées sont trop courtes. Est-ce que certaines personnes ont des questions? On pourra en rediscuter. Là, c'est l'heure de la pause café aussi. Donc, c'est aussi l'occasion d'en discuter de manière un peu plus informelle autour d'une tasse. Non, tout le monde veut un café. Non, Camille. Merci pour cette présentation. Donc ma question, elle va peut-être paraître un peu agressive. Je ne souhaite pas que ça soit pris comme ça. C'est parce que c'est un sujet qui me questionne depuis que j'ai commencé la recherche. Donc je vais le dire comme je l'ai écrit parce que c'est plus facile à dire. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire de dogmatisme quand on apporte un regard d'expert qui est militant et qui est légitimisé en tant que vision du monde, en s'appuyant sur la parole d'habitants qui elle-même est sélectionnée de façon très subjective. Donc, comment est-ce qu'on ne fait pas du dogmatisme quand on fait ça? Et quand on ne fait pas quelque chose d'un peu autoritaire sur les personnes, parce que par exemple, l'exemple que je trouvais du défi alimentaire, je me dis qu'il y a un tout petit risque quand même à ce que ça pousse, à ce qu'il y ait une bien-pensance locale qui pousse les gens à ne pas forcément s'exprimer sur leurs vraies habitudes et qui crée les bons contre les mauvais, ceux qui choisissent de manger bio et local contre ceux qui veulent quand même manger leur Nutella et leur bœuf charal. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour pas stigmatiser des personnes et laisser la liberté des gens? Alors, pour répondre à ta question, que je trouve pas du tout agressive, peut-être posée de manière un peu tranchée, en fait, à mon sens, il y a plusieurs éléments dans ta question. Parce que déjà, je pense qu'il y a un effet d'interprétation, parce que justement, il n'y a pas, à aucun moment donné, j'ai parlé ni de bonne pratique, ni de dogmatisme. En fait, excuse-moi. Justement, l'idée de ce travail-là par la construction d'un discours, en fait, c'est l'accompagnement de personnes à construire leur discours. J'ai peut-être pas été assez précis sur le temps en fait qui a été accordé à chacun de ces agriculteurs et comment tous les allers-retours en fait ça a été le paysagiste en fait il devient traducteur au sens le premier du terme en fait. Il est pas il est pas porte-parole mais il accompagne la traduction. Et ce qui est très marquant, tu vois là par exemple sur les portraits, il y en a qui venaient, il y a aucun positionnement idéologique. Ta question est très intéressante parce que bien sûr elle traverse ma recherche aussi épistémologiquement en fait. Quelle est la position impliquante sur ces questions-là d'un chercheur qui en fait est en train de modifier les choses et qui observe ce qui modifie. Donc effectivement il y a un biais épistémologique qui est énorme en fait. L'idée c'est de venir porter un regard déconstructif sur les catégories en permanence. Ce qui est très marquant quand tu commences à travailler par le bas, en fait, c'est que les catégories de pensée qui animent ou organisent nos débats sont innervées par des catégories de débat public. Et que tu retrouves en fait tout en bas de la chaîne sur les conversations habitantes. Une fois que tu déplaces
les échanges et que tu viens sur la position de la relation habitante, qui tout d'un coup, personne n'est parfait, on tue des palombes pour les bouffer, quand il y a du ragondin, c'est pas si facile, et puis quand même la viande c'est bon. Ou alors que tu travailles avec un maraîcher qui a 250 hectares, qui envoyait du pesticide pendant 35 ans, qui est détesté sur le territoire et qui a décidé pour X raisons, on pourrait revenir, mais le portrait paysager de ce maraîcher a permis de le comprendre, à changer de pratique et à basculer en agriculture biologique, mais pas du tout dans des discours agroécologiques. Mais en fait, justement, tu viens apporter de la nuance. Et je pense qu'un des critères, en tout cas d'éthique de la recherche, c'est bien de se positionner comme quelqu'un qui vient nuancer, non pas en essayant de proposer tous les points de vue, mais en essayant de montrer qu'en fait, ils sont tous diffus. Et tout d'un coup, en fait, tu offres de nouvelles scènes, de nouvelles situations d'échange qui viennent... alors, ils ne reposent pas les débats, c'est pas possible. Sur le temps long, je pense qu'ils y travaillent quand même. Mais sur un moment de dispositif, tu ne peux pas le faire. Mais tu n'es pas dans le dogmatisme, à aucun moment. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais été dogmatique, jamais cette démarche n'aurait pu marcher. Je ne sais pas si j'ai amené une réponse. Oui, moi, je rajoutais quelque chose, c'est qu'il se passait déjà des choses sur ce territoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant et maintenant, voilà, il s'est passé des choses parce que... Non, il se passait déjà des choses. Des travaux avec les familles sur cet axe-là, il y en avait déjà. Donc là, c'est un exemple de ce qui est ressorti, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et ce n'est pas vécu comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des élus qui portent ce changement de pratique, etc. Et sans jugement, je veux dire, on n'est pas en train de dire, comme vous l'exposiez, la partie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non, chacun est libre de le saisir, mais il ne faut pas empêcher ceux qui ont envie de s'en saisir, et en tout cas il y en a certains qui croient vraiment en ce qu'ils font. non, je veux dire, ils ont envie de le porter. On n'a pas été chercher les familles et dire essayez ça, voir ce qui se fait. D'ailleurs, c'est pas de la construction pure et dure, c'est aussi le vécu quotidien, quoi. Et tu vois aussi quand même, pour revenir sur le défi foyer, la question d'une journée santé, elle n'est pas innocente. Si on organise quelque chose avec les chargés de projet, les politiques sur la question de la santé, c'est bien décaler en fait un objectif de politique publique qui est compréhensible à l'échelon de l'institution politique qui est la santé publique, et tout d'un coup de venir l'éclairer par une autre dimension qui est la dimension nourricière, qui est là un positionnement beaucoup plus complexe de relation au monde, de relation aux non-humains. En fait, tu vois bien, l'idée, c'est qu'il n'y a aucun éclairage en disant on va faire une ligne de fracture entre les bons et les mauvais. Je vous propose de prendre... Ouais.